poids, c'est le poids, c'est un effort physique qui est conséquent, c'est clair. C'est entre l'appareil respiratoire isolant, entre les tuyaux, entre le matériel d'ouvre-porte, c'est très très lourd. Au sol, les équipes techniques se déploient. Tout est bon pour lutter contre les flammes. Ces bateaux, par exemple, pompent en permanence l'eau de la Seine pour l'expédier vers le brasier. À quelques mètres, cette équipe évalue la progression du feu à l'aide d'un drone pour mieux guider les premiers pompiers. Mais face à eux, un gigantesque brasier quasi inaccessible. Les feux de toiture sont très compliqués à arrêter, comme l'explique ce pompier professionnel. La structure d'une charpente, c'est le pire, parce qu'en gros, c'est du bois massif et qui va être bien ventilé. Donc le feu a toute latitude de se développer de manière... C'est un petit peu le principe du barbecue. Et puis le principe d'une toiture, c'est de protéger de l'eau. Donc tant que la toiture n'est pas atteinte, si on crache dessus, l'eau va ruisseler. Donc tant que le feu n'arrive pas, on ne peut pas mouiller par anticipation la structure. Le panache de fumée est désormais visible à des kilomètres. Jusque dans les airs, un passager d'avion filme la scène. Rien ne semble pouvoir freiner la progression des flammes. Un sentiment d'impuissance s'empare des témoins du sinistre. Denise vit à 2 pas de Notre-Dame depuis 58 ans. Elle raconte la scène vue de son balcon. Et c'était terrifiant parce que d'abord il y avait un immense nuage de fumée qui obscurcissait le soleil. On sentait la chaleur sur notre balcon. On sentait la chaleur tellement le brasier était intense. Le feu montait dans la flèche. On disait mais elle va tomber. Mais c'est pas possible, elle peut pas tomber. Et ensuite la toiture s'est embrasée et on entendait la toiture qui tombait. Avec des coups secs, brutaux. C'était abominable. Il est presque 20 heures. Tout le toit est en flammes. Depuis la fenêtre de leur appartement, Jérôme et ses enfants filment le drame. Mais regardez les flammes, elles sont Tout le monde voit. Et il va s'effondrer surtout le clocher. C'est très impressionnant, c'est très émouvant de voir ça et de savoir qu'on ne pouvait pas l'empêcher, qu'on ne pouvait pas l'arrêter. C'est horrible de voir. C'est pas des flammes sur lesquelles on jette un torchon mouillé, quoi. On ne peut rien faire, personne ne peut rien faire. La situation empire de minute en minute. Postés au niveau d'une corniche, les pompiers continuent d'asperger la toiture. Des milliers de litres d'eau, sans succès. Là, il commence à faire très très chaud. On devait reculer à chaque fois le point d'attaque. Et les flammes se rapprochaient de plus en plus. Et à un moment, on a entendu un très gros bruit. C'est la flèche qui venait de tomber en fait. C'est le bruit qui vous reste aujourd'hui encore marqué Ouais, c'était un bruit sourd et en même temps très fort en fait. C'était indescriptible. L'incendie semble hors de contrôle. On a vu la flèche tomber, après on s'est dit que forcément la toiture est partie dans son intégralité, et donc la priorité c'est vraiment la sauvegarde des œuvres, la sauvegarde des beffrois. Jean-Marc Fournier, l'aumônier des sapeurs-pompiers, guide alors l'une des équipes à la recherche de la couronne d'épines du Christ. Un des sacristains me confie les clés de la cathédrale et particulièrement un pass pour accéder aux différents endroits de la cathédrale. Au moment où on arrive, on s'aperçoit que l'autre équipe nous a un peu devancés, à savoir ils ont déjà cassé les protections du reliquaire et ayant trouvé un intendant qui lui avait le code, a pu sortir la couronne d'épines. Celle-ci est confiée aux policiers. Avec ses collègues, l'aumônier sort ensuite le Saint-Sacrement qui contient les hosties, recouvre 2 maquettes qui ne peuvent être déplacées pour les protéger de l'eau et évacue plusieurs tableaux. Les œuvres sont à l'abri.
Mais la cathédrale est toujours en danger. Sur ces images prises par un drone, on découvre l'ampleur des dégâts, comme si la charpente était en fusion. Il faut maintenant sauver le bâtiment et les deux beffrois. Des nacelles, équipées de lances de grande puissance, arrosent copieusement la base des tours pour empêcher le feu de progresser. Mais à 21h05, un incendie se déclare dans le beffroi nord. L'inquiétude gagne les autorités. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur livre un pronostic réservé. Au moment où on se parle, l'incendie n'est pas circonscrit. Nous avons 400 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés sur cet incendie, qui a pris l'ensemble de la toiture et toiture qui s'effondre à l'intérieur de l'édifice. La structure va-t-elle résister? Après le toit, les tours risquent-elles de s'effondrer? Il ne faut surtout pas que les cloches, qui pèsent plusieurs tonnes chacune, se décrochent. Si les bourdons s'effondrent, c'est l'effondrement de cette tour. Tous les sapeurs-pompiers, vous pouvez le constater, il fait nuit, prennent des risques importants par rapport au risque d'effondrement, par rapport à la chute de plomb en fusion, et bien sûr par rapport à l'affaiblissement de l'ensemble des structures. L'heure et demie qui vient est déterminante. Aux abords du monument, l'émotion est à son comble. Ces catholiques parisiens prient pour la sauvegarde du bâtiment. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Je suis dévasté, c'est un grand malheur pour les croyants, parce que c'est un haut lieu de la foi catholique, et puis c'est un désastre pour la France. C'est 850 ans d'histoire qui brûlent, qui partent en fumée. C'est un pan complet de notre histoire. Qu'ils soient croyants ou non, tous partagent les mêmes sentiments. On est ému et ça n'a rien de religieux, hein. On est absolument, je suis athée complètement, hein. C'est bien au-delà du symbole religieux. C'est Notre-Dame, c'est magnifique. Notre-Dame, elle a échappé à tout, elle a échappé dans l'histoire, elle a échappé au bombardement, aux destructions, elle a échappé à un tas de choses. Et donc ça fait très mal. Ça nous touche au plus profond de nous. Chacun retient son souffle, en France, mais aussi partout dans le monde. Ça se passe en ce moment, Notre-Dame détruite. États-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Italie, Ukraine. L'incendie fait la une des journaux télévisés. L'un des plus beaux monuments au monde a été ravagé par le feu. Les réactions internationales se multiplient, à commencer par celle du président américain. Sincèrement, c'est au-delà des pays, c'est au-delà de tout. Cela fait partie de notre culture, de notre vie. C'est vraiment une grande cathédrale. Sur l'île de la Cité, les pompiers continuent leur lutte acharnée. À l'intérieur de la nef, où pleuvent le bois et le plomb fondu, il est trop dangereux d'envoyer des hommes. Il faut faire intervenir ce robot, le Colossus. Sur l'avant, il y a une plaque en inox qui va servir de bélier, qui va permettre de pousser les débris si jamais il en rencontre. Et sur le dessus, ils ont installé une lance. Le robot, lui, va faire un travail qui aurait pu être fait par des hommes s'il n'y avait pas ce risque d'effondrement. Ce travail, c'est de refroidir à l'intérieur de la structure pour préserver son intégrité. La structure bouge d'un côté, puis de l'autre. Peu avant 23 heures, enfin, la bataille semble gagnée. Les autorités annoncent que le pire est passé. Le feu a baissé en intensité grâce à l'action courageuse des sapeurs-pompiers de Paris. Nous sommes entrés maintenant dans une phase de refroidissement de l'édifice. Au moment où on se parle, il faut rester extrêmement prudent, mais on peut penser que la structure de l'édifice est sauvée, notamment le beffroi nord. À l'aube, l'incendie est finalement totalement maîtrisé. Les beffrois sont toujours debout. Les trois rosaces et les vitraux semblent avoir résisté. Même le coq en cuivre, qui culminait en haut de la flèche à 93 mètres du sol,
et retrouvés dans les décombres. Il faut faire renaître Notre-Dame. Un immense élan de solidarité va alors se lever. Mercredi, à 18h50, 48 heures précises après le début de l'incendie, les cloches de toutes les cathédrales de France retentissent. Une ferveur que l'on retrouve lors des offices religieux. D'ordinaire, même pendant la Semaine Sainte, cette église parisienne n'est jamais aussi remplie le soir. Comme dans de très nombreuses paroisses, cette messe est dédiée à Notre-Dame de Paris. Choqués, tristes, blessés au cœur, effarés, et nous sommes ce soir en communion avec tous les diocèses de Paris. Dans son homélie, le prêtre revient longuement sur l'élan de solidarité. L'argent de la quête, conséquente ce soir, ira à la reconstruction du monument. L'unanimité autour de la cathédrale, bien au-delà du monde catholique, du monde chrétien, juif, musulman, même athée, nous a beaucoup touchés. On a besoin de partager et d'être ensemble dans des moments difficiles, et puis aussi parce qu'on est croyants et de prier ensemble. Un message d'espoir qui réconforte ses paroissiens encore très émus. On a vraiment cru que Notre-Dame allait finir par terre. Moi, j'y suis allée à midi avec mon chapelet. J'avais l'impression de veiller une vieille dame qui est malade. Et je vous assure, c'est très beau de voir aussi tous les gens qui sont là et qui la veillent, qui viennent la voir et qui la soutiennent. Et on sortira grandi. À l'étranger aussi, depuis des dizaines de pays, chefs d'État et autorités religieuses ont envoyé des messages de soutien. Le pape, bien sûr. J'ai ressenti une grande douleur et je me sens si proche de vous tous. Plusieurs monuments à travers le monde ont été illuminés en bleu, blanc, rouge. Les gratte-ciel de New York, l'Opéra de Venise, un bâtiment lui aussi ravagé par un incendie en 1996. Le pont de Mostar en Bosnie, emblème de la paix. Parmi les réactions également, celle de Michelle Obama, de passage à Paris cette semaine pour faire la promotion de ses mémoires. Nous devons être forts dans ces moments-là. Nous devons croire les uns en les autres. Nous devons utiliser ces moments-là pour nous réunir. Et Notre-Dame sera reconstruite. Vous avez traversé des épreuves bien pires, tout comme nous. Donc désormais, il s'agit de rester fort et de garder la foi. Une émotion planétaire qui se traduit par un élan de générosité de très grande ampleur. En première ligne pour récolter les dons, la Fondation du patrimoine, une organisation dédiée à la préservation des édifices historiques. Fondation du patrimoine, bonjour. Dans ses bureaux, depuis lundi, les téléphones sonnent sans discontinuer. On a eu des appels des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de toute l'Europe, de Chine, de Singapour. C'est non-stop, on est entre 4 et 5. est automatiquement 4 ou 5 personnes à répondre, alors que normalement Nathalie est seule à répondre. Donc et vous le recevrez. On est vraiment débordés. Ici, les dons de particuliers représentaient déjà mercredi 11 millions d'euros. Le don moyen est en augmentation. Guillaume Poitrinal est le président de la fondation. C'est lui qui collecte les promesses de contribution les plus importantes, comme ici, avec ce simple post-it. Ouais, super. Le Qatar? Ok, c'est génial. Encore confidentiel, donc voilà, on verra. Ça vient du Qatar, on verra de qui. Je vous dis pas de qui ça vient, mais 10 millions d'euros. Kaufmann et Broad, 100 000 euros, BNP, 100 000 euros pour BNP Paribas Real Estate, formidable. Des millions, comme s'il en pleuvait. Plus de 140 en ajoutant les dons des entreprises. Une surprise pour le président de la fondation, pourtant grand habitué des collectes de dons. Très honnêtement, on pensait qu'on allait faire une collecte traditionnelle, hein, les grosses collectes chez nous,
C'est voilà, quelques millions d'euros. Quand on dépasse la dizaine de millions d'euros, on est vraiment sur les très gros sujets. 140 millions d'euros, c'est vraiment pour le coup du jamais vu. Alors c'est à la hauteur du drame, hein, parce qu'on va quand même, là pour le coup, avoir des dépenses très très considérables. Pour sauver Notre-Dame de Paris, les grands groupes industriels multiplient les promesses de dons. 20 millions d'euros pour JC-Deco, 100 millions d'euros pour Total. Les grandes familles industrielles françaises se mobilisent elles aussi. Les Bettencourt, à la tête de L'Oréal, ont promis 200 millions d'euros, tout comme la famille Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH. Ah, tout de suite, quand on a vu l'ampleur des images, enfin, ou plutôt le caractère catastrophique de ces images, on s'est réunis avec mon père et ma famille, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et ensuite, oui, on s'est mis d'accord sur ce chiffre. Au-delà de ça, nous mobilisons toutes nos équipes et nous leur demandons d'être disponibles pour réfléchir, pour aider, pour proposer des idées pour cette reconstruction. Mercredi après-midi, les promesses de dons atteignaient 850 millions d'euros. Une somme astronomique, récoltée en un temps record, qui fait grincer quelques dents. C'est la démonstration que, vous savez, que quand on dit qu'il y a de l'argent dans ce pays, vous voyez qu'il y a des milliardaires qui ont beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, en un clic, j'allais dire 200 millions, 100 millions, ça montre aussi les inégalités, ce que nous dénonçons régulièrement, les inégalités dans ce pays. Une polémique naissante contre laquelle certains s'élèvent, comme le président du MEDEF. Vous avez des gens qui font fortune, qui n'ont pas hérité, qui ont fait créer de la richesse, créer des emplois, qui spontanément, sans qu'on leur donne rien, proposent de donner de l'argent. Et je rajoute, qu'est-ce qu'on aurait entendu s'ils n'avaient pas donné? S'ils ne donnaient pas, c'est l'État qui mettrait ça. Et l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Stéphane Bern a lui aussi tenu à répondre à ceux qui s'insurgent contre les montants des cagnottes en faveur de Notre-Dame. Opposer les vieilles pierres aux hommes, mais c'est ridicule, dans la mesure où ces pierres nourrissent les hommes. C'est des métiers qui disparaîtraient, ça donne de l'emploi. Est-ce que vous savez qu'il y a 500 000 emplois qui sont directement impactés par le patrimoine? Sans attendre de connaître l'ampleur totale des dons pour reconstruire Notre-Dame, Emmanuel Macron a pris l'initiative dès mardi soir avec une annonce forte. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. En ligne de mire, une échéance particulière. Les Jeux Olympiques de 2024 en France. Mais le délai est-il tenable? J'aurais pensé qu'on aurait mis plutôt 6-8 ans, mais si on doit le faire très rapidement, il faudra peut-être déjà mettre en dehors la cathédrale, c'est-à-dire construire sa couverture et sa protection. Peut-être que toutes les sculptures ne seront pas en place à ce moment-là. Le Premier ministre lance d'ores et déjà un concours d'architecture. Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire la flèche qui avait été pensée et construite par Viollet-le-Duc dans les mêmes conditions, à l'identique, ou s'il faut, comme c'est